Chaque semaine, votre émission Bayenne vous est proposée dans le cadre des échanges de production radiophonique entre radios associatives. Les Rohingyas, peuple le plus persécuté au monde, selon les rapports de l'Organisation des Nations Unies, se considèrent comme descendants de commerçants arabes, turcs, bengalis ou mongols. Ils font remonter leur présence en Birmanie au XVe siècle et le gouvernement birman actuel estime pourtant qu'ils seraient arrivés au moment de la colonisation britannique et les considère comme des immigrants illégaux bangladais. En 1982, une loi leur a retiré la citoyenneté birmane et après plus de 30 ans d'exaction, ils ne sont plus que 800 000 dans un pays de plus de 51 millions d'habitants à majorité bouddhiste. Depuis 2012, après une relative accalmie, on assiste à une intensification des atteintes aux droits de l'homme, des minorités ethniques, des violences et des massacres désormais quotidiens perpétrés par une population embrigadée par des moines bouddhistes extrémistes soutenus par les forces de sécurité birmanes. Halte au massacre en Birmanie, c'est le sujet de votre émission Bayenne pour laquelle je vous souhaite la bienvenue et c'est la troisième fois que nous allons aborder ce sujet parce que vous le savez, face à l'indifférence totale et coupable de la communauté internationale, face aux déportations et aux massacres, c'est le silence total. Pire encore, l'Union européenne, pourtant parfaitement consciente et informée des massacres perpétrés sur le sol birman, a décidé dès avril 2013 de lever les sanctions économiques qui pesaient sur la Birmanie. Face à la position ambiguë et coupable de ces gouvernements occidentaux, nous ne pouvons rester silencieux. Si nous laissons faire, c'est tout un peuple, le peuple Rohingya, qui risque de s'éteindre. Bayenne avec Moussa Alem, votre zone d'expression populaire. C'est avec plaisir que je recevrai pour vous dans quelques instants Nordine Erès, le président du collectif Halte au massacre en Birmanie. Mais juste avant, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez réécouter les deux autres émissions pour bien comprendre la situation de ce pays, notamment des minorités ethniques qui y vivent. Tout cela sur le site internet de votre émission préférée. Bayenne, c'est aussi sur le www.bayenne.fr. Nordine Erès, nous nous sommes vus il y a à peu près 2 ans pour évoquer la situation des Rohingyas en Birmanie et à part quelques médias alternatifs, dont le nôtre, on ne peut pas dire que les médias dominants se soient emparés du sujet. On parlait de ce massacre, de ce génocide même, peut-on dire, peut-être, en tout cas les juristes le diront, mais vous n'avez pas attendu que les médias dominants parlent de la situation des Rohingyas, vous avez continué votre travail à l'époque. Nous parlions déjà des actions que vous avez menées, des voyages aussi, puisque vous vous êtes rendu directement là-bas. Alors, ça va s'arrêter quand cette histoire ? On est de plus en plus pessimiste. En fait, on avait l'espoir que la nouvelle présidente Aung San Suu Kyi, au lendemain de son élection, puisse peut-être changer les choses. Pourquoi ? Parce qu'elle est prix Nobel de la paix ? Elle est prix Nobel de la paix, de sort quoi déjà ça... Prix Nobel de la paix, on peut le faire, il y en a d'autres, je peux citer Barack Obama par exemple. Exactement, ça prouve encore une fois que ce n'est pas un gage d'action et de fiabilité pour pouvoir changer les choses. Mais en tout cas, pour ça, on était très optimistes au départ, parce qu'en disant, bon voilà, elle sera peut-être sous les feux du projecteur, donc on va peut-être la pousser, etc. Mais finalement, je pense qu'elle est en train de jouer la politique de l'autruche. Elle est bien sûr coincée aujourd'hui entre les militaires qui n'ont pas disparu pour autant, qui sont toujours présents au Parlement, qui ont de sorte quoi la Constitution leur octroie 25% des sièges, et ce qui les conforte en fait dans leur position et de pouvoir maintenir un certain nombre de pressions, de lois, etc. Notamment sur cette pseudo-protection de la race et de la religion. Il y a même un mouvement qui s'appelle le Mabata, le 969, qui prône cette protection de la race. Et les militaires sont les garants de cette idée-là. Donc Aung San Suu Kyi aujourd'hui est presque immobile. La seule action qu'il a entreprise, je dirais, depuis son élection, c'est de nommer une commission, non pas d'enquête, mais une commission qui est censée trouver je dirais des alternatives, des solutions à cette crise de l'État d'Arakan, qui est une commission qui est présidée par Kofi Annan. Et elle est censée normalement délivrer des résultats d'ici le mois de mars-avril. Donc voilà, mais encore une fois, c'est une commission non pas d'enquête, et c'est ça qu'on veut, c'est d'abord d'enquêter sur ces nettoyages ethniques. On parle bien sûr, beaucoup parlent de génocide de plus en plus, mais on se refuse encore à prononcer ce mot-là parce que ça a des conséquences politiques, juridiques, etc. Le pape qui n'est pas musulman, qui n'est pas bouddhiste, lui s'est exprimé récemment. Bien sûr, c'est une des rares personnalités, je dirais, publiques
qui s'expriment comme ça de manière très ferme, très claire, en condamnant ce qui se passe et en prenant le côté des Rohingyas. C'est un plus qui se rajoute et on en est content. Chaque année, on a des personnalités qui s'ajoutent à cet élan de solidarité envers les Rohingyas, mais on est encore très déçus de l'élan de solidarité qui doit émaner également de la communauté musulmane dans le monde et de sur quoi les pays musulmans. Des artistes comme Medine s'engagent récemment un clip. Tout à fait, on a été justement avec Medine en décembre dernier en Birmanie. Il nous a sollicité à l'époque pour pouvoir, alors il était venu avec une idée toute simple mais compliquée à mettre en place, c'est de pouvoir filmer un clip vidéo qui a pour but de militer, qui a pour but de sensibiliser en plein état d'Arakan. C'est assez ambitieux. Déjà que les ONG sont interdites d'entrer, alors filmer un clip c'était déjà très difficile. On lui a quand même mis en garde sur les dangers que ça peut comporter une telle opération. Et il a quand même persisté en disant allez, on y va. On prend notre courage à deux mains et on verra ce qu'on peut faire. Donc effectivement, on est allé avec lui, on a conduit notre opération, on l'a fait passer comme étant un membre de l'association AMEB. Il a eu cette couverture-là justement pour pouvoir exercer son métier de manière paisible. Nous, on avait un contact avec une association bouddhiste qui est milite, parce que tous les bouddhistes ne sont pas méchants, il faut le croire aussi, qui était prêt à nous aider. Donc on est passé avec leur autorisation, avec bien sûr une surveillance quasiment continue de chaque instant pour pouvoir, parce qu'ils ont aussi peur qu'on puisse faire des faux pas, parce qu'ils nous connaissent en tant que militants d'abord, et non pas une association humanitaire uniquement. Et voilà, donc Medine a pu faire son clip dans des conditions assez étranges, parce que il y a une petite fille Rohingya qu'on a piochée comme ça dans un village Rohingya qui a bien voulu prêter le jeu. Et le comble de l'histoire, c'est que son agresseur dans le clip est aussi un bouddhiste, un vrai bouddhiste de Rakhine. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'on se retrouvait en plein village Rohingya, et on avait un bouddhiste en plein milieu d'eux. Et ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait, mais on leur a expliqué, c'était assez marrant à voir. Et c'est très spectaculaire, c'est quelque chose qui est presque jamais arrivé chez eux. Ce clip-là est sorti il y a 3-4 jours, il est déjà à plus de presque 200 000 vues en 3 jours. On en est assez content parce que c'est encore un moyen de sensibiliser, on utilise tous les moyens à notre disposition, que ce soit à travers des conférences, sur des moyens beaucoup plus conventionnels, ou que ce soit via des moyens, je dirais plutôt artistiques comme ce clip-là, et comme via un court-métrage qu'on est en train de réaliser, qui va sortir, je pense, dans quelques jours, et qui va participer à un festival de cinéma. Et donc c'est pour nous encore un moyen de pousser la sensibilisation un peu plus loin, et voilà, on continue dans cette lancée. Quelques palmiers en friche nous protègent contre l'orage. Ce soir un vent de force 8 souffle sur les bâches. Décor de Far West à l'ouest du triangle d'or. C'est l'ancienne Birmanie, pays aux 1000 pagodes. Petite Nour est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas. Ce peuple d'apatrides dont plus personne se soucie. Pas même la Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi. Elle travaille pour un patron exploitant agricole depuis que ses parents sont morts dans la cale d'un boat people. Partis aux mains de passeurs pour trouver meilleure vie, avec par jour une portion de riz et buvant leur propre urine. Elle cultive sous le soleil la plantation de caoutchouc. Une mèche tombante sur l'œil, Tanaka en poudre sur les joues. Employeur d'un homme qui lui refuse le statut de birman, et au visage moins souriant que les statues de Bouddha. Un travail illégal qui lui fournit quelques kiats, lui permettra de carler sa case avec une toile de natte. Mais surtout, lui évitera de vendre sa ration de riz, celle offerte par les actions de lutte contre la famine. Pour l'homme qu'elle appelle boss, elle n'est qu'une bengali. Il convoite son corps de femme encore à peine gamine. La laine infectée par un alcool bon marché, et ses avances d'hommes mariés deviennent rapports forcés. Un jour il dénoue le sarong de Nour avec son bambou, mais la jeune femme crie tellement fort qu'on l'entend jusqu'à Rangoon. Elle couvre sa paire de jambes et sa pudeur virginale. L'homme frappe son visage et la marque de sa bague en pierre de jade. Beaucoup de sang coule sur son pagne, elle court à travers champs de campagne, empoigne le goulot d'une pierre birmane et son agresseur frappe le crâne. Medine, Nour, enfant du destin, Nour, autrement dit la lumière, en soutien au peuple Rohingya. C'était un extrait du nouvel album Prose Elite du rappeur qui sera en concert à la Cigale à Paris le 26 mai 2017. Et pour toute information, dinrecord.com ou encore la page Facebook de Medine. Retrouvez toute l'actualité de votre émission sur Facebook. Émission Bayenne. C'est votre émission Bayenne que vous écoutez, mesdames et messieurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le président de l'AMEB, Halte au massacre en Birmanie. C'est un collectif qui existe en Belgique, en France, au Canada, en Suisse, et que vous pouvez retrouver également sur internet www.collectif-ameb.com www.collectif-ameb.com
radio-radio.com. Je l'ai dit en introduction, nous nous sommes vus il y a 2 ans. Il y a des choses qui ont changé certainement dans votre façon de faire, peut-être parce que vous n'êtes pas une ONG à proprement parler. Vous êtes sur une question politique. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. Donald Trump vient d'être élu président des États-Unis d'Amérique. On voit les populismes monter, la question de l'islamophobie. Enfin, tout ça, c'est très lié. Et même si effectivement la principale action, c'est de communiquer sur ce qui se passe aujourd'hui en Birmanie, est-ce que quelques temps après, on revoit sa façon de militer et d'agir? Tout à fait. Je dirais en 2 ans, voire même en 4 ans, on a bien mûri sur notre façon de militer. Je pense qu'au départ, on était dans une approche plutôt très agressive en termes de militantisme, en tapant de doigts la junte militaire. Aujourd'hui, un peu plus mesuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'il va falloir chercher de l'aide ailleurs. On sort d'un cercle communautaire parce que justement, on se rend compte en fait que cette cause-là, elle est d'abord humanitaire. C'est une crise humanitaire avant d'être une crise communautaire. Entre-temps, on a beaucoup lancé des chantiers de travail avec des ONG comme Amnesty International, avec qui on a fait une conférence il y a 2 semaines. Alors ça reste encore confidentiel, je dirais, mais on a, je dirais, des pourparlers avec des organisations comme Amnesty International, ACF, Action contre la faim, qui sont présentes également dans l'État d'Arakan, avec Médecins du Monde, avec Secours catholique. Et ces ONG-là, on est allé les chercher en disant, voilà, il va falloir former, je dirais, une sorte de coalition, une sorte de société civile, une optimisation des forces en fait, pour pouvoir justement travailler de manière efficace sur ces leviers-là. On avait à l'époque commencé cette idée-là en fait avec Info Birmanie, qui est une plateforme d'information qui milite également pour les prisonniers politiques en Birmanie et pour des tas de choses en fait dans ce pays-là. Et ils étaient assez ouverts à notre approche. Et c'est comme ça qu'en fait on a décidé justement de rompre avec cette idée de travailler qu'avec des musulmans, etc. et de pouvoir s'ouvrir à d'autres leviers de travail. Ça, c'est le premier point sur lequel on travaille ici en Occident. Ensuite, lors de notre dernier voyage en Birmanie, on s'est approché de la communauté bouddhiste et on s'est rendu compte qu'il y a matière à faire avec eux, il y a matière à travailler parce que justement ils sont dans cette perspective de rapprochement entre 2 communautés. Il y a des bouddhistes qui sont aujourd'hui prêts à collaborer avec la communauté musulmane et prennent de plus en plus conscience qu'ils ont été victimes aussi d'une manipulation de la part de l'État qui maintient en tout cas ces tensions-là entre ces 2 communautés justement pour pouvoir à la fois justifier la présence de l'armée sur place, parce que l'État d'Arakan est connu pour être un État rebelle, parce qu'il y a les Rakhines, cette communauté bouddhiste qui est aussi rebelle aux yeux de l'État, donc ils maintiennent cette tension entre les bouddhistes justement pour pouvoir contrôler et justifier leur présence sur place. Donc aujourd'hui, en parlant avec un des présidents d'une ONG qui s'appelle BBS, qui était dans cette perspective. Et il me disait, il y avait quelque chose qui m'avait frappé dans son discours, il me disait, nous on veut bien vous aider, vous les étrangers, les ONG viennent de part et d'autre, d'Allemagne, de Turquie, mais vous êtes trop focalisés sur de l'humanitaire. Vous êtes là à venir chercher, en tout cas à venir nourrir les bouches Rohingyas. Mais c'est un problème qui va durer, cette solution n'est pas productive. Vous allez faire ça plusieurs années et vous n'allez pas vous en sortir. Et nous on fait ça pour vous aider parce qu'on sait que les ONG viennent pour satisfaire quelque part la conscience de leurs donateurs en disant voilà j'ai fait un acte et donc voilà en tant qu'ONG moi je vais remplir ma mission, c'est-à-dire pouvoir faire ces distributions alimentaires, etc. Et donc voilà, donc je n'ai pas de solution à vous proposer à part ça. J'aurais dit justement, nous le collectif AMEB, on n'est pas uniquement une association humanitaire, on est d'abord des militants et on est dans cette perspective de trouver une solution à long terme. Et donc on a été dans cette approche-là. Et donc il a été très content d'entendre ce discours-là qui change de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, de recevoir des employés d'ONG qui ne cherchent pas midi à 14h, simplement pour pouvoir remplir une mission. Et donc c'est dans cette perspective-là où il m'a présenté justement, où j'ai découvert qu'il avait un programme justement de rapprochement entre communautés. Et il me disait clairement qu'il avait besoin de l'aide extérieure, qui peut venir d'autres ONG extérieures plus ou moins connus, comme Human Rights Watch, Amnesty International, ACF, Solidarité Internationale. Tous ces gens-là, c'est pour ça qu'on les a sollicités aujourd'hui, pour pouvoir leur apporter ce message et pouvoir travailler avec eux. Aller chercher des alliés, au fond, vous dites que vous avez grandi, et c'est tout à votre honneur de penser qu'il peut y avoir convergence des luttes en tout cas, mais moi, je peux donner un coup de griffe, parce que vous n'êtes pas à ma place, l'Union européenne dans tout ça. L'Union européenne, pour moi, à mon sens, elle a commis une erreur en 2013, c'est de lever l'embargo économique. Parce que c'était le seul, je dirais, un des moyens les plus efficaces pour pouvoir mettre des pressions sur un pays. Ils ont maintenu le levier militaire, bien sûr, mais le levier économique, pour moi, est quelque chose d'assez efficace. D'ailleurs, on le voit sur certains pays qui souffrent aujourd'hui de ce genre d'initiative, de ce genre de sanctions. Et aujourd'hui, la Birmanie n'est plus sous le coup d'une pression de la part de l'Union européenne. Et l'Union européenne, en levant ce levier économique, a pour projet, bien sûr, de développer sa délégation économique et autres pour pouvoir développer le pays, pouvoir surtout développer le business là-bas, parce qu'il y a tout à faire.
Et on voit bien c'est cette démarche très business qui occulte tout facteur humanitaire. Et justement c'est pour ça que les ONG existent et que nous existons, c'est aussi de pouvoir justement faire des pressions à cette Union européenne. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir faire avancer les choses? Moi, à mon sens, je pense qu'il y a deux solutions. Soit la solution vient d'en haut, soit elle vient d'en bas. Quand elle vient d'en haut, c'est généralement des initiatives politiques, avec des intérêts bien sûr, soit économiques, politiques. On l'a vu au Mali par exemple, la France n'a pas attendu que les gens descendent dans la rue pour pouvoir intervenir. Ou on peut le voir également en Syrie où des États on voit tout et n'importe quoi pour des intérêts encore économiques, etc. Et quand, pour le cas des Rohingyas, quand il n'y a pas d'intérêt économique, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça va venir d'en bas. C'est-à-dire que la société civile se réveille quelque part et puisse mettre ce sujet-là et de l'imposer sur la table des négociations, de le mettre sur la table de l'agenda des politiciens et dire voilà, il y en a assez maintenant, il va falloir se pencher sur des questions. Et je pense que des actions comme ce que fait Greenpeace par exemple, ce sont des actions spectaculaires que j'admire, même si on ne peut pas être d'accord avec la forme, mais en tout cas c'est des choses qui peuvent justement mettre le sujet sur la table des négociations. Et je pense que plus ce problème-là revient et puis est soutenu par des ONG, je me félicite justement, il y a un mois, il y a un certain nombre de prix Nobel de la paix, je crois une dizaine de prix Nobel de la paix qui se sont réunis, qui ont adressé une lettre à Aung San Suu Kyi pour lui dire écoutez, on ne peut pas tolérer cela en tant que Nobel de paix. Et nous sommes un collectif de prix Nobel de la paix qui ne pouvons pas accepter qu'un des nôtres puisse accepter ce genre de choses. Et je pense que c'est encore un levier de travail sur lequel on peut travailler. Donc il y a plein de solutions qui s'offrent à nous. Simplement, il faut qu'il y ait de l'implication, il faut qu'il y ait de la confiance et de la persévérance surtout. Merci beaucoup Nordine Raïs. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans. J'espère que d'ici là, ce sera réglé. J'espère que ça s'améliorera. En tout cas, on ne lâche pas pour l'instant. Je pense que de plus en plus de gens connaissent mieux le Rohingya déjà. Quand on voit la différence qu'on a entre 2012 et 2017, il y a une sacrée différence, même si ça reste toujours insuffisant en général. Mais on s'en félicite et j'invite tous les gens à s'intéresser à cette question parce qu'elle est vraiment intéressante d'un point de vue politique, religieux, ethnique, etc. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, même intellectuellement parlant. Et c'est une cause juste, encore une fois, que j'invite tout le monde à défendre. Nordine Raïs, donc le président du collectif Alto Massacre en Birmanie, que vous pouvez retrouver sur www.collectif-ameb.com, collectif-ameb.com. Vous y retrouvez toutes les informations sur l'association en elle-même, l'histoire des Rohingyas, comment faire un don, comment agir aussi, comment les contacter, tout cela. Et sur le net, il y a aussi, ne l'oubliez pas, la page Facebook du collectif et aussi le compte Twitter. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine, même radio, même fréquence, même heure. D'ici là, portez-vous bien, dites je t'aime à celles et ceux que vous aimez et que la vie vous soit douce.